La phrase est restée comme le fantasme absolu des explorateurs. Lorsque le millionnaire Lord Carnarvon pose cette question à Howard Carter, qui vient de percer un mur. Carter, vous voyez quelque chose? Et l'archéologue répond « Oui, des merveilles. » Ce 4 novembre 1922, dans la vallée des Rois en Égypte, les deux Britanniques trouvent la tombe de Toutankhamon. À ce jour, la plus grande découverte archéologique de tous les temps. Près d'un siècle plus tard, en prévision du centenaire de cet événement, une exposition hors norme a débuté à Los Angeles. Une partie du trésor est là. Le lit en or du jeune pharaon, son mobilier d'une précision et d'une modernité déconcertante malgré ses 3300 ans d'âge, et des statues d'un raffinement qui laisse toujours bouche bée la conservatrice américaine. Voici la figurine de Toutankhamon, le dieu des artisans et des architectes. À vrai dire, c'est ma pièce préférée de l'exposition, car elle symbolise à quel point ces objets sont magnifiques et bien conservés. Des pièces littéralement inestimables, comme ce colosse emblématique dont le visage reprend les traits de Toutankhamon. C'est la statue du gardien, une des deux statues qui étaient de chaque côté de l'entrée de la tombe, pour protéger le sarcophage, la momie de Toutankhamon, des pilleurs de tombes. Une des statues reste en Égypte et celle-ci est itinérante parce qu'ils ne les font jamais voyager en même temps. C'est justement ce voyage qui rend l'exposition exceptionnelle. Car au préalable, le gouvernement égyptien a autorisé la sortie du pays de ses trésors nationaux, ici au Caire, vers d'abord les États-Unis puis la France en mars prochain. C'est la première fois que l'Égypte envoie 150 objets du roi Toutankhamon. Avant ça, il y en a eu 40, 50. Mais c'est vraiment la première fois que 150 objets voyagent dans 10 villes autour du monde. Et très important, 60 de ces objets n'étaient encore jamais sortis d'Égypte. Un transport à la hauteur de ce patrimoine de l'humanité. Avion spécial, précaution maximale et escorte ultra sécurisée depuis l'aéroport de Los Angeles. Les visiteurs californiens ont donc été les premiers à découvrir l'exposition, et notamment certaines parures de la momie du pharaon, restée elle en Égypte. Voici par exemple les sandales en or de Toutankhamon. C'est tellement étranger à notre culture, c'est incroyablement fascinant et il y a un côté mystique aussi. C'est incroyable, incroyable, ça me donne des frissons. La quantité des objets, mais aussi leur excellente conservation, à tel point qu'on peut voir les tout petits détails. C'est magnifique. Parfaitement préservés, car la momie et les parures de Toutankhamon étaient abritées dans 3 sarcophages, puis 5 coffrets funéraires. Mort vers 18 ou 19 ans, sans doute d'une infection, peut-être d'un accident, Toutankhamon n'était qu'un petit pharaon au cœur de luttes de succession. Ses adversaires au trône avaient fait effacer presque toutes les traces de son existence. Voilà pourquoi sa tombe est restée cachée pendant des millénaires. Ses rivaux ont raté leur coup. Le jeune roi dont on voulait effacer le nom est devenu le pharaon le plus célèbre de l'histoire. C'est une très bonne question. Oui, je peux vous le prononcer en égyptologue parce que, comment dire, l'accent exact, ça va pas être facile, mais c'est quelque chose du type. Alors son nom est très long, hein, mais je vais vous donner juste ses 4 derniers noms. Donc c'est le roi de Haut-Tébas-Égypte, Nepreperuria, donc qui voulait dire le maître des manifestations, c'est Ré. Ré, c'est le dieu solaire. Et puis il était le fils de Ré, donc du soleil, et là c'est son nom, donc Toutankhamon Hekayunushemao. Voilà. Et donc ça signifie la image vivante d'Amon, seigneur de l'Héliopolis de Haute-Égypte.
Cette tombe, c'est peu après la mort de Toutankhamon. On a des gens qui sont entrés, qui ont commencé à essayer de piller et qui ont visiblement été arrêtés par la police pharaonique. Vous comprenez? Et alors la tombe refermée, etc., re-rangée, ils n'ont pas pris grand-chose. Hein. Mais je veux dire, depuis le Nouvel Empire, depuis la 18e dynastie, personne n'était entré. Alors là, on est tranquille parce que cette tombe était non seulement scellée, mais en plus, il y avait cette couche de gravats qui est donc une couche archéologique qui était parfaitement hermétique et uniforme, avec en plus les maisons de repos des ouvriers par-dessus datant du Nouvel Empire. À l'époque ramesside, donc pas longtemps après, on ne savait même plus qu'il y avait une tombe là. Ce sont les momies de ces filles mort-nées, 2 filles donc. C'est pas le seul d'ailleurs à avoir des momies d'enfants mort-nés dans la tombe, de ces enfants. Hein. Au Nouvel Empire, hein, on met dans la tombe du roi des objets liturgiques, des objets qui vont lui servir magiquement, si vous voulez, pour à ressusciter dans l'autre monde, à suivre la course du soleil, à devenir lui-même partie intégrante du soleil, à avoir, enfin, etc., etc. Donc des objets faits exprès pour la tombe. Et puis on a des objets de la vie quotidienne, alors de la vie quotidienne d'un roi, hein, c'est-à-dire des vêtements. Vous voyez ici, on a des gants, c'est absolument dingue. On a un trône d'enfant qui nous rappelle qu'il est monté sur le trône étant un petit enfant. On a même de la nourriture. Alors, ce qui est assez amusant, enfin, c'est que le roi est momifié et donc sa nourriture est momifiée aussi. Et puis en plus, les boîtes de conserve sont en forme du plat consommé par le roi en fait. Et en fin de compte, on est dans un mode de pensée là qui ressemble assez au nôtre. C'est-à-dire que nous, si vous avez, je sais pas, une boîte d'haricots verts, il y a la photo des photos d'haricots verts. Enfin, je sais pas, il y a marqué haricots verts et en plus il y a la photo. Mais les Égyptiens, vous voyez bien, en gros, il va y avoir marqué, je sais pas, pâté de canard, j'invente, hein, mais ce sera en forme de canard. Voilà, et il y aura le canard à l'intérieur, évidemment. Il y a une troisième catégorie d'objets qui sont des simulacres. Alors, on a des simulacres d'objets de la vie quotidienne. En plus de vrais objets de la vie quotidienne, vous voyez, on a des boomerangs ici, des vrais boomerangs égyptiens, bien sûr. Ils ne sont pas allés en Australie, les Égyptiens. C'est pas parce qu'on invente le même outil que bien sûr qu'il y a un lien, là c'est clair. Mais on a des vrais boomerangs ici, en bois, qu'on pourrait lancer. Enfin, ce serait gênant d'aller chasser les oiseaux avec ça. Mais ils sont vraiment utilisables. Ils ont peut-être été réellement utilisés par Toutankhamon. Hein. Mais on a aussi, alors on n'en a pas à l'exposition, mais au musée du Caire, des simulacres de boomerang en faïence égyptienne, qui est une matière vitreuse. Vous imaginez que si vous lancez ça, ça va casser immédiatement. Voilà. Donc ça nous fait 3 catégories en fait. Des objets qui seraient purement funéraires, des objets qui seraient purement pratiques, et puis des simulacres d'objets pratiques. Le Louvre a prêté un de ses chefs-d'œuvre principaux, parce que c'est le chef-d'œuvre qui se trouve au premier étage du musée du Louvre. Vous savez, vous êtes dans les appartements de Louis XIV, vous voyez, dans le Alain, et là, vous quittez la chambre du roi, de notre roi, pour voir Toutankhamon face à Amon. Ça doit faire un grand vide, d'ailleurs, j'ai pas vu comment c'était depuis, mais d'ailleurs, vous voyez que ça fait un grand plein quand on arrive, on la prend en pleine figure, on la voit comme on ne la voit jamais au Louvre. Elle est éclairée d'une façon extraordinaire et évidemment elle est là pour représenter ce qui est arrivé à Toutankhamon. Vous savez, c'est le début de l'histoire, on a voulu l'annihiler, on a voulu le détruire et voyez ce qu'on lui a fait. C'est-à-dire il avait rétabli le culte d'Amon, donc il est protégé par Amon. Le roi, on lui a coupé la tête, coupé les bras, qu'il ne puisse ni exister ni agir, et on a même coupé les mains d'Amon pour que ce dieu ne puisse plus le protéger, le présenter, avoir quelque action en sa faveur. Donc on a voulu le faire disparaître, et c'est justement l'histoire de cette exposition. Vous voyez, on a voulu le faire disparaître, Carter le découvre, on visite l'ensemble, on va jusqu'au corps du roi, on voit tout ce qui permet son voyage
voyage dans l'au-delà, sa résurrection au matin sous forme de soleil, et on va aller jusqu'au bout. Et puis on a Carter qui le redécouvre, vous savez, à la fin. Et puis là, c'est l'explosion. Cet enfant orphelin, voyez, qui finit par mourir en étant un jeune homme qui n'a pas eu le temps de, enfin qui a eu le temps de régner quand même, mais qui n'a pas eu le temps d'avoir une vie telle qu'on l'entend, qu'on a voulu détruire totalement, et en fin de compte, eh bien, grâce à ça, il est devenu en fait la personne la plus connue de l'histoire, et on voulait qu'on ne puisse plus jamais prononcer son nom, et nous prononçons son nom à longueur de temps. Vous savez, à chaque fois que je vais au Caire, donc je pose gardien, j'ai dû le regarder, j'en sais rien, 100 fois, 150 fois, je sais pas. Mais c'est une question de centaines, oui, je pense. À chaque fois que je vais au musée du Caire, je reste devant, je suis toujours, il y en a deux, hein, mais je reste toujours estomaqué devant eux. Enfin, c'est leur nom. Les pharaons ont érigé temples et statues pour faire perdurer leur nom. Les prêtres invoquaient leur nom dans les rituels quotidiens. Mais le règne très court de Toutankhamon a été marqué par l'instabilité politique. Après sa mort, ses successeurs ont cherché à effacer toute trace de l'enfant roi. La plupart des monuments qu'il avait érigés ont été détruits. Son nom a été supprimé et remplacé partout où il était gravé. Le culte funéraire destiné à maintenir son souvenir en vie a été détruit. Nul n'a accompli les rituels ni invoqué son nom. Il est absent de la liste des rois d'Égypte. Toutankhamon a été rayé de l'histoire et son nom oublié. Cela durera des millénaires. Personne ne le meurt. Can you see anything? Yes, wonderful things. C'est magnifique, et ici, je le vois comme je ne l'ai jamais vu. Bon, ça, c'est pas l'égyptologue qui vous répond, c'est l'enfant qui sommeille à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il est tellement beau, c'est incroyable. Alors, c'est une grande statue en bois, peinte en noir, enfin c'est un bitume, un mélange bitumineux, et puis, donc ces chairs sont peintes en noir, et ces vêtements. Pour sortir les plus gros artefacts, comme le cercueil en armes, ils construisirent un chemin de fer pour le transport des objets jusqu'au Nil, ou des bateaux les embarquaient pour le musée égyptien du Caire. En collaboration avec le photographe Harry Barton, Carter inventoria la tombe et ses trésors au fur et à mesure de la découverte, ainsi que chaque objet. Carter établit ainsi de nouvelles normes de fouilles, de documentation et de conservation. De nos jours, sa méthode inspire encore les archéologues. Vêtements, etc., sont couverts de feuilles d'or. Il est un peu plus grand que taille nature, puisque Toutankhamon faisait 1,65 m à la louche. C'est difficile de savoir exactement sa taille à quelques centimètres près. Souvent, les gens croient d'ailleurs qu'1,65 m, c'est très petit. Alors, L'Égypte antique avait déjà commencé à s'imposer dans l'art et dans l'architecture. Mais Toutankhamon a aussi inspiré la culture populaire et le monde de la mode. De lanternes magiques avait partout un grand succès. 33 centuries had passed since human beings last trod the floor on which we stood. We had penetrated to the chamber. When we came to a golden shrine, the doors closed and sealed, we realized that we were in the presence of the dead king. We were to witness a spectacle such as no other man in our time had been privileged to see. C'est très petit pour nous, mais les Égyptiens dans l'Antiquité étaient généralement pas très grands quand même. Donc il est dans la moyenne, quoi. Vous voyez ? Là, c'est